Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de cette série. On va parler de quel est le meilleur investissement que tu peux réaliser en 2023-2024. Dans la première vidéo, je t'ai montré mon plan d'investissement, c'est-à-dire dans quelle catégorie d'actifs j'avais investi, entre l'équilibre entre l'épargne, donc le cash, les obligations, les actions et l'immobilier. Et puis on avait regardé un petit peu les avantages, les inconvénients de tous ces types d'investissements. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes 5-6 meilleurs investissements que tu peux réaliser dès maintenant et dans les années à venir. Alors, comme tu sais, moi j'ai été éco-anxieux pendant les 2 dernières années, je ne le suis plus maintenant, mais je sais que le dérèglement climatique c'est une réalité, on l'a tous senti dans notre chair, aussi bien l'été dernier que cet été, ces 2 étés qui sont vraiment très, très bizarres en fait, c'est des trucs que moi dans mon enfance, je ne me souviens pas avoir vécu ça. Donc, parmi les investissements que je vais te préconiser, eh bien, il y a des choses qui se font en réaction au réchauffement climatique. Donc c'est par exemple investir dans l'eau, donc soit via des titres financiers, tu peux trouver des produits financiers qui te permettent d'investir dans l'eau, ou sinon tu peux le faire dans ta maison, c'est-à-dire de faire en sorte, voilà, par exemple, d'avoir des réserves d'eau. Moi j'ai par exemple la piscine, c'est une piscine d'eau douce, donc c'est super parce qu'il y a de la biodiversité dedans, il y a des végétaux, c'est filtré par les végétaux, il y a des grenouilles, il y a des tritons, donc ça fait partie de mes investissements, on va dire, dans l'eau. Après, c'est un vrai gouffre financier, la piscine, donc faut oublier ça. Tout ce qui est énergie aussi, parce qu'on a vu qu'en termes d'inflation, eh bien, c'est dopé par les matières premières et l'alimentation. Donc, ces deux secteurs-là, pour moi, sont très, très intéressants en termes d'investissement. L'énergie, parce que c'est des choses, bon, il y a un petit hélicoptère qui vient, c'est quelque chose qui est extrêmement taxé en fait, c'est-à-dire que la taxe sur les carburants, sur le gaz et l'élec, ça représente la majorité en fait de ce que tu consommes, quoi. C'est-à-dire que tu payes peut-être 2 fois plus que le prix de l'énergie au réel parce que ça va dans les poches de l'État. Donc du coup, tout ce que tu peux économiser en termes d'énergie, eh bien c'est vraiment très intéressant parce que forcément ça te protège de l'inflation, donc ça veut dire investir dans des voitures peu gourmandes en énergie, voire du vélo électrique, des maisons aussi peu gourmandes en chauffage, voire en climatisation. Ça peut être aussi devenir carrément producteur d'énergie, soit parce que tu fais pousser du bois, soit parce que tu mets par exemple des panneaux photovoltaïques, ce qui va être mon projet, sans doute mon prochain investissement dans la maison, ce sera de devenir producteur d'une partie de mon électricité. J'ai trouvé les calculs par rapport à ma consommation, que c'était quand même très rentable, limite aussi rentable que d'acheter des parkings et des garages, parce qu'il n'y a aucune fiscalité sur l'électricité qui est produite et pour chaque kilowattheure produit, c'est 1 kilowattheure que je ne dépense pas. Donc il y a un retour sur investissement qui est plutôt bon. Dans mon cas, c'est 12 ans net d'impôt, donc ça veut dire 8% net par an. Alors après, ça varie en fonction de chacun ses consommations, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que 8% net par an, eh bien, seuls mes meilleurs lots de garage arrivent à ces rendements-là, mais on en parlera en fin de vidéo. Troisième meilleur investissement que tu peux réaliser, donc j'avais dit l'énergie, c'est beaucoup d'inflation vient de là, mais il y a aussi l'énergie sur l'alimentation. Quand on regarde les études, l'alimentation ça tire vraiment très très fort sur les indices d'inflation. Donc forcément, tout ce que tu produis toi-même, eh bien c'est autant d'économiser. Pareil, c'est net d'impôt, d'accord, parce que un des rares trucs encore qui n'est pas taxé en France, c'est tout ce qui est autoproduction, c'est-à-dire que quand tu produis quelque chose toi-même, eh bien, ce n'est pas taxable, tu n'as pas à le déclarer et tu n'es pas taxé dessus. De toute façon, ce serait absolument incontrôlable de taxer les kilos de patates que tu fais pousser dans ton jardin. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai fait pousser probablement une centaine de kilos de pommes de terre, beaucoup de légumes aussi. Et puis là, je suis allé cueillir tout à l'heure des figues dans un figuier que je connais sur l'ancienne commune où j'habitais, donc c'est sur la voie publique. J'ai été surpris parce qu'il n'y avait personne, d'habitude il y a plusieurs personnes qui cueillent en même temps, mais du coup j'ai ramassé 2 saladiers comme celui-là, donc sachant qu'on a mangé un peu dedans. Quand tu vois le prix en magasin, c'est à peu près 10 € le kilo, donc là il y en a facile pour 30 € et ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure. Il suffit juste de mettre l'escabeau, c'est à 10 minutes de chez moi, donc c'est vraiment très très rapide. Et en fait je me rends compte que tu as des retours sur investissement. Quand un pied de tomate te produit 3 ou 4 kilos, c'est 12 € que tu ne vas pas dépenser en magasin, avec une qualité, un goût. Donc voilà, tous ceux qui ont un petit peu de terrain, qui sont un petit peu malins, qui aiment la nature, en fait il y a de l'argent qui traîne comme ça un peu partout. Il y a juste à se pencher et à se nourrir. Je trouve qu'aussi qu'un des bons investissements en termes de nourriture sont les arbres, parce que le coût unitaire d'un arbre fruitier c'est pas très cher. En général ça peut se mettre à produire au bout de 3 à 4 ans. Alors ce ne sera pas
plus grosse récolte, mais donc du coup c'est assez rapide, ça ne demande pas énormément d'entretien, pas beaucoup d'eau, et après c'est un rendement qui tombe tous les ans. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est de ramasser ou de manger, d'accord, parce que la plupart du temps, enfin nous, tu vois, on va dans le jardin et puis on cueille dans l'arbre le dessert, donc il n'y a même pas le fait de ramasser, de transporter, on se déplace juste pour finir le repas. Donc ça, moi je trouve ça génial, parce que vu le prix des fruits, c'est vraiment top, quoi. Et en plus ça fait du bien à la planète, puisque forcément l'arbre, en poussant, il va nourrir le sol, il va le travailler, et ce sont les meilleurs panneaux solaires, puisque il crée en fait de la matière à partir du soleil, de l'eau et du gaz carbonique. Donc franchement c'est tout bénef, c'est bon pour la planète. Enfin bon, voilà, il n'y a rien à dire, pour moi c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai dépensé peut-être aller je dirais 1500 à 2000 euros en arbres et en graines pour planter sur les différents terrains. Aussi à noter, premier œuf qui a été pondu aujourd'hui, les poules sont arrivées la semaine dernière, et donc du coup on a eu le premier œuf des 3 poules. Donc j'ai passé un petit peu de temps, j'ai créé un poulailler avec un vieux portail qu'on m'a donné, et voilà, donc c'est super aussi, parce que c'est pareil, à 50 centimes l'œuf bio de poule de plein air, là au moins il est direct à la maison et ça ne demande pas, ça coûte pas si cher que ça, une poule. Donc des rendements qui sont bien au-delà en fait de tout ce qu'on peut faire. Le tout c'est d'avoir un peu de terrain et d'y vouloir y passer du temps. Après, quatrième classe de technique, et je pense qui est très très intéressant, ça va être aussi tout ce qui est matériel pratique, d'accord. C'est-à-dire que un des investissements que j'ai fait à la maison, ça a été de faire installer la fibre. J'ai mis 8 mois pour avoir la fibre. J'ai fait devenir 2 entreprises, en plus des Bouygues Télécom, Orange, etc., pour avoir la fibre. Donc j'ai dépensé plus de 1500 euros auprès des entreprises privées, parce que les fournisseurs ne pouvaient pas régler le problème qu'il y avait chez moi. Mais ça participe aussi à la raison pour laquelle je n'ai pas posté beaucoup de vidéos l'année dernière, parce que ayant un ADSL vraiment pourri, je ne pouvais pas travailler à un rythme correct. Donc tout ce qui va te permettre en termes de machines, de technologie, d'aller plus vite, d'être plus productif et de gagner du temps, et bien ça aussi c'est des investissements qui sont très très intéressants à réaliser dans les années à venir. Donc pareil, si tu achètes du matériel de bricolage, et bien plutôt que payer l'artisan, tu peux le faire toi-même, investir dans le matériel, et puis après tu peux le prêter, tu peux le louer, tu peux t'en resservir, voire voilà, tu peux aussi aller bosser chez les copains. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez intéressant, et moi ça fait partie des classes d'actifs, on va dire, dans lesquelles j'investis. C'est-à-dire que quand je prends du matériel, je prends quelque chose de très qualitatif qui me fera plusieurs chantiers. Après, quand je peux, je l'emprunte aussi. Et puis pareil, tout ce qui est matériel de jardinage, bricolage, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Cinquième investissement qui est vraiment très très intéressant, au même titre que la technologie pour te faire gagner du temps, c'est aussi de s'améliorer soi-même. Donc tous les investissements que tu peux faire sur toi, que ce soit sur des formations techniques. Moi je me suis formé par exemple sur une méthode de jardinage, voilà, la permaculture notamment. Ça c'est des compétences que j'ai, et que derrière voilà, ça me sert à améliorer mon potager, la fertilité, etc., à mieux comprendre la biodiversité et les sols. Mais j'ai aussi passé du temps à avoir des formations, on va dire, alors moi j'aime pas appeler ça comme ça, mais développement personnel, c'est-à-dire que l'éco-anxiété, je ne me suis pas débarrassé tout seul, d'accord. J'ai été voir, j'ai fait 2 voyages autour de ce sujet-là, et ça m'a permis en fait de me libérer de ce fardeau. Et quand j'ai on va dire, certains soucis, j'hésite pas non plus à aller voir des magnétiseurs ou d'autres personnes qui sont à même de m'aider à régler, on va dire, mes soucis, parce que effectivement, quand tu es pris dans des émotions qui sont négatives, comme l'éco-anxiété ou d'autres choses, ou des peurs qui sont totalement irrationnelles, et bien te faire accompagner pour guérir, et bien ça te permet derrière d'aller mieux, et donc d'enchaîner sur des projets. Et ça fait partie des meilleurs investissements que tu peux réaliser. Dernier investissement, là on va parler, on va revenir sur du financier. Après, voilà, ça fait 1 an que je réfléchis par rapport à l'éco-anxiété, à ce que je voulais faire exactement en termes d'investissement financier. Est-ce que je continue dans les garages? Est-ce que j'allais faire autre chose? Est-ce qu'il y avait mieux que les garages? Et en fait, là, la messe est dite, parce que j'ai repassé encore plusieurs semaines. Et là, en faisant tous les calculs et en refaisant mon plan d'investissement stratégique, donc tu peux voir la vidéo qui a été postée la semaine dernière, et en fait, les lots de garage, ça reste quand même mon dada, et je ne trouve pas mieux en termes d'investissement. Donc toi, si tu te
trouves mieux, il ne faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi en fait d'avoir ton retour sur les 6 actifs que je te propose, les 6 meilleurs investissements pour moi que tu peux faire en 2023, 2024 et dans les années éventuellement à venir. Alors pourquoi est-ce que les lots de garage, ça me passionne toujours autant et que je partage ça avec toi sur Internet? Eh bien, déjà parce que c'est d'une rentabilité absolument imbattable. C'est-à-dire que là, j'ai repris en fait mes déclarations aux impôts de l'année dernière, en 2022, et j'ai trouvé en fait un rendement brut en moyenne sur les 250 garages et plus de 17%. 17% brut, tu as bien entendu, c'est absolument gigantesque, sachant qu'il y a des extrêmes, hein, le plus fort c'est 26%, un lot de 13 garages à Bourges, donc là on est sur des rendements qui sont absolument dingues. Mon deuxième lot de garage acheté en 2013, on est à 21%, et mon plus gros lot de garage à BD à côté de Rennes, il est à 17% brut, hors TVA, donc ça veut dire qu'en TVA il est plutôt aux alentours de, il dépasse les 20%. Donc ce qu'on peut voir de cette analyse là, ces 3 lots là, c'est qu'en fait, ce sont des lots de garage, donc de 13, 50, 200, et ils sont situés en fait dans des petites villes et des villes moyennes, c'est-à-dire des villes qui, voilà, bon an mal an, à part Bourges où c'est quand même une grosse ville, les autres c'est des villes plutôt de 5 à 10 000 habitants, proches ou pas d'une grande agglomération. Évidemment, BD qui est plus proche de Rennes, les prix sont beaucoup plus supérieurs parce que quand il y a une grosse agglomération, il y a plus de gens et donc forcément ça se loue mieux. Toujours est-il que si tu veux chercher du rendement, c'est extrêmement intéressant d'aller sur des villes type petites ou moyennes. Et donc forcément, si toi tu habites dans une grande ville, ça implique de se déplacer. On verra ça dans la prochaine vidéo, comment est-ce qu'on peut trouver des lots intéressants, des lots rentables dans les petites et les moyennes villes. À l'inverse, j'ai des lots en fait qui plombent ma rentabilité, parce que là tu vois, je viens de te citer du 26, 21, 17%, mais ma moyenne c'est 17, donc forcément j'en ai qui sont beaucoup inférieurs à ça, et notamment j'en ai qui sont à 8%, 9% brut, donc voilà, pas hyper rentable a priori. Mais là par contre les emplacements sont beaucoup mieux, c'est-à-dire que celui qui a 8% par exemple, il est dans le centre-ville d'Angers, donc 8% dans le centre-ville d'Angers, acheté l'année dernière, donc en 2021, donc au plus haut des prix immobiliers, et bien j'ai réussi à le payer, frais de notaire inclus, moins de 10 000 € le garage pour une ville de une agglomération de plus de 200 000 habitants, c'est donné. Donc ça veut dire que j'ai certes un rendement qui est moyen, mais j'ai un espoir de plus-value vraiment intéressant. Et le lot de 9%, il est à 20 km d'Angers, et à l'époque il était plutôt à 8, mais avec les revalorisations de loyer, il est monté à 9 au cours du temps. Et là, il va encore passer un petit peu au-delà, parce que quand on achète en centre-ville, on joue sur 2 choses. On joue sur une demande locative qui est plus forte que dans les petites villes et dans les villes moyennes, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un départ, on peut revaloriser les loyers beaucoup plus facilement, et on joue aussi sur de la plus-value, c'est-à-dire que ces 2 lots-là, potentiellement, si j'ai besoin d'un peu de cash, en fait, je revends 1, 2, 3 garages, et puis en fait, je reprends des billets avec de la plus-value, voire si je veux rembourser du prêt plus rapidement. En ce moment, il ne faut surtout pas rembourser de prêt rapidement quand vous avez eu des prêts pas chers, il ne faut pas les rembourser, il faut les garder, il faut plutôt revaloriser le loyer, c'est plus intéressant. Mais en tous les cas, si tu vas sur des grandes villes, il faut plutôt miser des rendements moyens, mais par contre, tu as des espoirs de plus-value qui sont plus intéressants. Donc moi, je préfère, je fais les deux, mais en proportion, forcément, comme je suis parti de rien, pour acheter tous les garages, si tu veux obtenir des financements, il faut avoir des rendements qui sont intéressants, parce que la banque va regarder ce qui s'est passé dans les historiques, et donc plus c'est rentable, et plus elle sera amenée à te prêter à l'avenir. On a parlé rendement brut, on va parler maintenant rendement net, puisque comme j'ai repris mon fichier de déclaration des impôts, j'ai fait comme si tous mes lots étaient imposés à l'impôt sur le revenu. Alors c'est pas vrai, parce qu'il y en a à peu près les 2 tiers qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés, mais pour pouvoir les comparer et pour pas trop compliquer les vidéos, on va faire comme si c'était un investisseur lambda qui avait un salaire moyen et qui voulait qui investissait dans les garages. Alors dans mon cas, les loyers encaissés, ça dépasse largement les 100 000 € par an, d'accord, on est au-delà, je te mettrai le chiffre exact peut-être au montage. Ce qui est intéressant, c'est que je fais mes calculs en fonction des tranches d'imposition, c'est-à-dire que je fais des calculs comme si j'étais dans la tranche d'imposition à 11% plus les 17,2 de la CSG-CRDS, donc à 28,2% d'imposition, mais aussi quand je passe à 30 plus les 17,2 de CSG-CRDS. La tranche au-dessus, j'y suis pas encore, donc je la calcule, mais vraiment comme ça, quoi. Et donc si je suis dans la tranche à 28% et que tous mes revenus de l'immobilier sont dans cette tranche là, et bien en fait net d'impôt, le rendement net d'impôt de charge, c'est 9%. Dis-moi quel investissement aujourd'hui te rapporte 9% net d'impôt, ça n'existe pas.
d'accord? À part les lots de garage, c'est pas possible. Et même si tu gagnes bien ta vie et que tu es taxé à 30 plus 17,2, eh bien on arrive quand même à 6% net, d'accord? Net de charge, net d'impôt. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que même en tant que débutant, eh bien si tu arrives à trouver des lots de garage rentables, eh bien tu peux créer du cash flow positif, même avec les augmentations de taux. Et derrière, tu peux enchaîner des financements, alterner des apports, des financements, etc. et construire un patrimoine immobilier vraiment intéressant en investissement dans les lots de garage. C'est ce que j'ai fait il y a 10 ans et ce que je continue à faire, puisque aujourd'hui, les seuls investissements que je recherche actuellement sont des lots de garage. Et puis après, ceux que je t'ai cités, notamment, voilà, je vais me mettre sur le solaire. Tu peux avoir des rentes immédiates si tu payes cash, sinon c'est retardé, c'est-à-dire que tu vas rembourser du capital via l'emprunt et derrière tu auras les revenus quand l'emprunt sera remboursé. Pour information, là en 2024, j'ai mon premier lot qui va être remboursé. J'avais fait un emprunt, notamment celui qui est à 20 km de chez moi, sur 7 ans. Après, voilà, en moyenne, mes emprunts, c'est plutôt aux alentours de 15 ans. Donc, grosso modo, voilà, là j'ai un premier qui va être remboursé et puis les autres ça va arriver dans 3-4 ans, donc ça va relativement vite. C'est pour ça l'immobilier, on dit que c'est quelque chose, c'est buy and wait, c'est-à-dire que tu les achètes et après tu attends, tu as juste le petit effort à faire de contrôler, d'entretenir tous les ans et puis après tu t'enrichis au fil de l'eau, c'est vraiment sympa quoi. Donc on a vu en termes de rentabilité. Pourquoi est-ce qu'on passe d'un rendement de 17 en moyenne à 9 ou 6% net? Eh bien, la principale charge dans l'immobilier, ça va être l'imposition, d'accord? Enfin, dans l'immobilier en général et dans les garages en particulier, puisque à part la fiscalité, la taxe foncière et puis l'impôt sur le revenu, il n'y a pas beaucoup de charges, quoi. C'est-à-dire que tu vois bien que il ne peut pas y avoir de dégradation. L'entretien, s'il y a une serrure qui lâche, ça va être 30 €, donc ça ne représente pas grand-chose. Tu peux éventuellement avoir un petit peu d'espace vert à entretenir, mais ça ne coûte pas très cher. Enfin bref, à part des gros travaux de type toiture, changer une porte, il n'y a pas de charge en fait à déduire, donc forcément il n'y a pas d'argent qui sort de ta poche, et tout cet argent économisé par rapport à des appartements, etc., c'est quelque chose dont tu profites toi. Donc ça c'est plutôt top, ce qui fait que à partir du moment où tu mets en place des stratégies fiscales pour, comme la SCI à l'IS par exemple, pour économiser de l'impôt, eh bien forcément tu vas vraiment être gagnant avec les lots de garage et puis tu vas profiter de tout le rendement plutôt que ça parte en charge chez Leroy Merlin ou chez les artisans. Donc ça c'est vraiment très très important. Quand on parlait en placement, d'accord, on y reviendra sans doute dans la prochaine vidéo aussi pour chercher des lots rentables. Ce qui crée la demande, c'est soit le stationnement, soit le stockage, parce que dans les lots de garage, on fait les deux. J'ai des lots où je suis en demande 100% stationnement. Sont des lots qui sont loués très cher parce qu'il y a des contraintes physiques, un peu comme dans les grandes villes, où en fait, si tu ne peux pas garer ta voiture, tu es obligé de louer un parking et donc ça se loue de plus en plus cher. À l'inverse, dans des zones qui sont plus reculées, où il y a, je sais pas, dans des centres-villes, dans des petites villes, et là, on peut passer sur jusqu'à 75%, 80% de stockage et le reste était en stationnement. Donc voilà, en fonction de l'endroit où tu vas investir, eh bien, tu ne vas pas répondre aux mêmes demandes, sachant que si moi ma stratégie c'est d'aller plutôt dans les campagnes, le besoin principal c'est le stockage et tant qu'il y aura de la mondialisation avec une consommation effrénée, les gens auront toujours des biens à stocker, tant qu'il y aura autant de divorces, il y aura toujours en fait des besoins, les professionnels aussi, les artisans, etc. Ils ont souvent besoin d'un local déporté, enfin bref, il y a tout un tas de clients et de demandes pour du matériel de stockage. Le tout est que les garages soient vraiment intéressants. Je trouve ça intéressant aussi les parkings et les garages parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, notamment voilà, en termes de revalorisation de loyer, on n'est pas plafonné comme les logements, c'est-à-dire que là tu vois par exemple j'ai fait on a refait une revalorisation sur notre plus gros lot de garage donc à Rennes avec mon associé. On est passé donc des mois de mai et juin, on encaissait 15 000 € TTC par mois, on est passé à 16 700, d'accord, ça représente 11,3% d'augmentation, d'accord, sachant que c'est un lot qu'on a depuis 2019 et donc on a augmenté les gens qui sont arrivés en 2019, 2020, 2021 et on n'a pas fait ceux de 2022 parce que ça fait un an qu'ils sont là, ils sont déjà au tarif du marché. Et pour la petite histoire, quand tu fais ça, il y a forcément des gens qui ne sont pas contents de voir leur loyer augmenter de 15 ou 17%, donc ils s'en vont et donc là à ce moment-là, comme tu n'arrivais pas même avec les 15 ou 17% à être au prix du marché, tu es obligé de relouer, donc c'est un petit peu de boulot, hein, c'est vrai, mais tu reloues encore plus cher que ce que tu aurais augmenté. Donc au final, là on part sur un 11,3 qui est
absolument théorique, hein, parce que je pense qu'on va plus finir autour de 12-13% avec les départs. Il faut compter là, dans les premiers lots que j'ai fait, parce que je suis en train de revaloriser tous mes lots, parce que voilà, en moyenne c'est du 10-15% d'augmentation par an, donc c'est vraiment pour lutter contre l'inflation, les garages c'est vraiment absolument génial. Eh bien il y a forcément une vague et ça représente à peu près 10% des personnes augmentées qui s'en vont, d'accord. Donc si tu augmentes 10 personnes, il y a un garage qui va être vacant, donc d'où l'intérêt de faire ça à la bonne période. C'est moins risqué que l'immobilier d'habitation parce qu'on est sur des baux civils qu'on peut rédiger en faveur des propriétaires. Donc moi je ne me prive pas de mettre tous les avantages que je peux avoir de mon côté, notamment voilà, sur les clauses de mauvais payeurs, les choses comme ça, les résiliations de bail. Quand il y a des impayés, ça se règle beaucoup plus vite que dans l'immobilier d'habitation, souvent à l'amiable, et puis après si ça ne va pas, on peut passer sur des marches on va dire plus juridiques. Ce qui me paraît aussi intéressant en termes de risque, c'est tout ce qui est diversification, puisque quand on a 250 garages et plus comme moi, on a forcément aux alentours de 200 locataires. Ce qui veut dire que forcément s'il y en a un ou deux qui arrêtent de payer, ça se voit quasiment pas sur les comptes. Alors toi tu dois faire le boulot de suivi, mais pour un banquier par exemple, lui il voit rien du tout, quoi. Donc les banques, elles, comme elles voient qu'il y a moins de risques d'impayés, elles sont plus facilement aussi amenées à te financer. De la même manière que si tu vas investir dans un lot de garage un petit peu loin de chez toi, tu vas avoir des emplacements qui vont être diversifiés. Donc tu vas aller sur des villes différentes, des régions différentes, des quartiers différents, et on sait que l'immobilier, là rien que le Covid ça a rebattu énormément les cartes. C'est intéressant d'avoir cette diversification géographique, et moi je suis très content d'avoir des emplacements qui sont très variés, parce que je sais qu'au bout du compte, ce que je gagnerai d'un côté je le perdrai peut-être de l'autre, mais que ça fera une moyenne et que je profiterai de ces investissements. On n'a pas de normes de mise à jour sur les garages, hein. Il n'y a pas de normes sur le DPE, sur l'électricité, il n'y a pas de mode sur les garages non plus, donc on n'est pas obligé de refaire les tapisseries, les peintures, les évacuations sanitaires ou que sais-je. D'accord, donc forcément, un garage, c'est un garage, c'est fait comme ça, quoi. Aussi en termes de risque, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petits montants. Et moi, en ce moment, je cherche plutôt des lots, on va dire, pas des très gros lots, parce que je sais qu'en termes de financement, ça va être compliqué. On en reparlera dans la prochaine vidéo sur les problématiques qu'on peut rencontrer pour acheter des lots de garage, hein. Je t'invite à la suivre, elle sortira d'ici 3-4 jours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des petits montants. J'ai commencé, mon premier lot, c'était 11 000 euros. Là, j'ai encore acheté des lots à 11 000 euros l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais en 2020, sortie de Covid. Le lot à Angers, c'était 58 000 euros, frais de notaire inclus. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir ces petits investissements-là, parce que au final, c'est pas des gros risques financiers, et je trouve ça intéressant, on va dire, parce que même quand on débute, souvent on a peur de mettre 100 000, 150 ou 200 000 euros sur un seul investissement. Donc c'est bien d'avoir des petites choses, ça permet de se rassurer, de se mettre en jambes, de commencer, de voir si ça nous plaît, d'avoir un premier tour d'expérience, et puis ensuite de pouvoir réenchaîner. Et réenchaîner sur des petits lots, au final les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est très bien pour construire un patrimoine immobilier. C'est beaucoup moins risqué que d'acheter un gros truc en une fois et de prendre le risque de se planter. Moi, ce que je conseille, comme ce sont des petits investissements, qu'en ce moment l'argent est très cher, que les banques serrent un petit peu les vis, c'est de sortir le cash, hein, puisque le cash il subit une inflation qui est vraiment importante. Donc ton épargne, plutôt que la laisser placer sur un livret A à 3,5%, c'est pas idiot en fait de la mettre dans un lot de garage dont le rendement net de charge va être aux alentours de, je sais pas moi, 7, 8%, 6%, selon les emplacements, les qualités. Voilà, parce qu'en net d'impôt, tu vas t'y retrouver en fait. Et avec la revalorisation des loyers, je te garantis que tu vas vite en fait dépasser le taux du livret A, et en plus tu fais ce que tu veux puisque c'est chez toi, d'accord. Donc tu as une notion de contrôle par rapport à ça qui est importante, alors que les taux du livret A, du CEL, du PEL, de tout ce que tu veux, en fait tu n'as aucun contrôle dessus, d'accord. Alors que les lots de garage, tu choisis tes locataires, tu choisis le juridique, tu choisis l'entretien, tu choisis l'emplacement, enfin tu choisis tout, t'es maître chez toi, quoi. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc, on a parlé de diversification dans l'espace, on parle aussi de diversification dans le temps, parce que forcément, si tu veux arriver à des revenus conséquents, il ne faut pas juste un seul achat de lot de garage, parce que à moins de faire un énorme coup et puis d'en acheter 100 d'un coup, mais c'est très risqué si c'est ton premier achat, et ça se construit au fil du temps. Donc forcément, tu vas avoir des hausses, des baisses de prix, tu vas avoir des opportunités plus ou moins intéressantes, et donc cet étalement dans le temps aussi, il me semble extrêmement intéressant. Ça fait partie des diversifications qu'on conseille, notamment quand on investit en bourse. On n'investit pas tout en une seule fois, on investit plutôt au trimestre ou à l'année, et régulièrement pour lisser le risque. C'est aussi, moi, ce qui m'a plu et ce qui me plaît encore actuellement, c'est que c'est relativement simple. Même si j'en découvre à chaque visite, hein, je découvre toujours des nouveaux trucs, des petites subtilités sur des nouveaux lots. Ça m'est encore arrivé 2 fois cet été. Mais grosso modo,
voilà, une fois que tu as compris un petit peu comment c'était foutu, ça reste 3 murs, une porte et un toit. Quand tu sais analyser tous ces éléments-là, une demande locative, des éléments de sécurité et que tu sais regarder à peu près ce qu'il faut, bon, bah, on a quand même des risques qui sont beaucoup plus limités qu'avec les appartements. Les erreurs, bah, comme on met des montants moins faibles, les erreurs sont moins coûteuses puisque c'est quand même moins grave de se planter sur une toiture de garage que sur une toiture d'un immeuble ou d'un appartement parce que les surfaces ne sont pas les mêmes et même si c'est amianté, on s'y retrouvera, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'aime aussi, c'est tout ce qui est côté tranquillité, d'accord, que ça donne du temps, que ce soit peinard. Parce que bah, voilà, je veux passer du temps avec ma famille, je veux aussi avoir du temps de loisir pour passer dans le jardin, etc. Donc si ça me prenait tout mon temps de gérer les 250 garages plus ceux de mon associé, bah, honnêtement, je ne pourrais pas faire autre chose de ma vie et ce serait triste, ça serait comme un nouveau boulot. Alors que là, c'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose qui est peinard parce que bah, en fait, les loyers ils tombent, que tu sois malade, que tu sois en vacances, que tu sois, tu oublies de contrôler un mois, tu contrôles 2 mois plus tard les loyers, bah, c'est pas grave, quoi. Tu es parti 2 mois en vacances, tu reviens un mois de septembre et puis bah, tu recontrôles tout et puis bah, si le mec il n'a pas payé en juillet, bah, tu le rappelles, tu dis bah, excusez-moi, juillet j'ai vu vous n'aviez pas payé, est-ce que vous pouvez faire l'effort de rembourser. Enfin, c'est très très simple. Moi il y a des fois quand je suis débordé, je saute 2 mois, hop, mais un mois je contrôle pas les loyers, paf, je recontrôle 2 mois après. Ça pose aucun souci. On n'a pas d'appel comme dans les appartements le soir, le week-end, etc. parce qu'il y a des fuites, parce qu'il y a des coupures d'électricité, parce qu'il y a rien, en fait il n'y a rien du tout, quoi. Je veux dire, une fois que tu as remis les portes d'aplomb, il ne se passe rien, quoi. Je veux dire, les serrures de grippées, ça m'est jamais arrivé. Enfin voilà, à partir du moment où tu dis au locataire que bah, dès qu'il y a un petit doute, il faut qu'il t'appelle. Bon bah voilà, souvent c'est un coup de graissage et puis c'est terminé. Les locataires, donc du coup, bah, comme ils t'appellent pas, tu n'as quasiment pas de relation avec eux. Moi, ce qui me prenait le plus de temps, c'était de faire les mises en location. Quand je me déplaçais, parce que c'était du temps de route, c'était du temps à discuter sur place, à signer les contrats, à vérifier les documents. Maintenant, je fais tout à distance, donc les locataires, je les rencontre plus. Sauf là, cet été, j'en ai rencontré un, mais du coup, bah, je suis revenu dans l'ancien schéma où il faut une demi-heure pour louer le garage, etc. C'est un petit peu casse-pied. Ça va que c'était pas loin de chez moi. Mais grosso modo, tu peux tout faire à distance. Alors il y a des techniques que je pourrais t'apprendre, mais bah, tu gagnes énormément de temps parce que du coup tu n'as que le téléphone, après c'est de l'envoi par mail des documents et puis tu as tout à contrôler, tout est numérisé, donc les locataires font le boulot numérisé pour toi, tu as juste à contrôler et puis après hop, la location est partie. Comme tu n'as pas de travaux, tu n'as pas de relation avec les artisans, pas de devis, il n'y a pas beaucoup de turnover dans les parkings et les garages. La dernière fois que j'avais mesuré, alors ça date un peu, mais j'étais plutôt aux alentours de 10% par an, donc sur un lot de 10, bah, un départ. La raison c'est que souvent les locataires ils sont âgés, ils sont posés, c'est très peu de jeunes, donc du coup bah, quand ils arrivent ils restent souvent pour des années. Il y a des gens, ils sont là depuis la construction des garages, donc ça fait 60 ans qu'ils louent un garage, voilà, ils ont toujours payé, enfin c'est vraiment tranquille. Ça s'explique parce que bah, les loyers sont pas chers, parce qu'une fois que le garage est plein comme un œuf, et bah, on n'a pas envie de le bouger, on entend les petites grenouilles, voilà. Il n'y a pas d'état des lieux éventuellement à faire, parce que bon, forcément c'est qu'un garage, donc moi je n'en fais pas. Il n'y a pas de fluide, il n'y a qu'un seul ouvrant, il n'y a que la porte, voilà, donc il n'y a pas vraiment pas à se casser la tête, et c'est ça qui fait que bah, les garages, le côté rendement, le côté que c'est peu risqué, et le côté vraiment c'est peinard, en fait c'est ces trois trucs là, cette conjugaison là qui vraiment me fait plaisir. Donc si tu as aimé cette vidéo, bah, j'aimerais que tu la partages, que tu me mettes un petit pouce sous la vidéo pour que bah, elle soit mieux référencée, ce serait super sympa. Et puis surtout, j'aimerais que tu me dises bah, qu'est-ce que tu as pensé de mes 6 meilleurs investissements, et en particulier des lots de garage. Est-ce que voilà, ça te plaît pas, pour quelles raisons? Et si surtout tu as une idée, bah, toi tu as un meilleur investissement que ce que je t'ai proposé. Et après, chacun sa personnalité, bah, que tu puisses m'expliquer en quoi c'est une meilleure pioche pour toi, une meilleure adéquation, pourquoi ça te fait kiffer, parce que bah, voilà, je pense que ça se ressent que moi que je kiffe l'investissement dans les garages, et c'est pour ça que je perdure aussi après 11 ans, et que je kiffe toujours autant ça, quoi. Donc bah, voilà, dis-moi pourquoi tu aimes l'investissement dans les garages, quel meilleur investissement selon toi que tu peux faire dans les années à venir. Puis on se retrouve à très vite dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo.